fils d'une mère vietnamienne, d'un père réunionnais, je comprends parfaitement la lutte des Algériens et que je ne condamne pas leur violence. Je vivais dans l'obsession de cette affaire puisque on m'avait signalé qu'elle était à l'hôpital Maillot, qu'elle avait été torturée sur son lit d'hôpital, qu'ensuite elle avait été livrée aux parachutistes. J'allais tous les jours au palais de justice pour avoir des nouvelles. Et tous les jours, je voyais le procureur. Et un matin, j'arrive, je le vois, et je lui dis « Avez-vous des nouvelles de ma cliente ?» Il me dit « Mais elle est entendue en ce moment. » Je lui dis « Par quel juge ?» Il me donne le nom du juge, je me suis précipité. Et le juge, une brute, m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais désigné pour la défense de Djamila par ses parents. J'ai donné ma lettre de constitution. Je l'ai regardé d'un air le plus significatif possible pour comprendre que j'étais en rapport vraiment avec ses parents et avec ses amis. Le juge essayait de la faire parler. Je lui ai fait signe qu'elle n'avait pas à lui répondre. Et elle a refusé de lui répondre. Le procès s'est donc déroulé dans cette atmosphère de lynchage, au point que j'avais dit un jour où la salle m'interrompait, j'avais demandé au président Rouanard, « Monsieur le Président, je vous demande, est-ce que je suis ici dans une audience de justice ou à un meeting d'assassinat ?» Nous avions affaire à des abrutis. Bon. Pour eux, leur vision du monde était une vision très schématique. Je ne pouvais être qu'un mercenaire et un traître. Mes clients et amis ne pouvaient être que de vulgaires assassins et des primates, comme ils le disaient. Donc, ils étaient incapables de nous comprendre. Mais nous étions capables de leur comprendre, de voir comment fonctionnait leur petit cerveau. Et à ce moment-là, il était facile, quand je sentais l'atmosphère se calmer un peu trop, de me retourner avec arrogance. Alors là, j'entendais des bruits dans la salle. Et je voulais demander au président, Monsieur le Président, est-ce que nous sommes ici dans un procès ordinaire ou un meeting d'assassinat? Ou bien, quand les gens criaient « le Chinois », dire, Monsieur le Président, devrais-je dire à ces gens que pendant que leurs ancêtres bouffaient des glands dans la forêt, les biens construisaient des palais? Le problème n'était pas donc de convaincre, en faisant guili-guili, comme les avocats de gauche nous le conseillaient, les imbéciles assassins qui nous jugeaient, mais au contraire en les provoquant, de provoquer des incidents qui amènent les gens à Paris, à Londres, à Bruxelles, au Caire à en parler. C'est-à-dire, ce qui était beau dans l'histoire avec Djamila Bouhired, c'est que ce Vergès qui envoyait chier tous les avocats français, qui étaient très violents, qui traitaient les magistrats de tout, tout d'un coup, croisant Djamila Bouhired, qui était prisonnière, qui venait d'être torturée, il s'écroule, quoi. Il tombe en larmes. Et il est bouleversé. Je ne sais pas si c'est Djamila Bouhired elle-même dont il tombe amoureux, mais il tombe amoureux d'une jeune femme qui le bouleverse, parce qu'elle sort des mains des officiers français qui l'ont torturée, qu'elle est d'une dignité absolue. Djamila apparaissait désormais comme l'incarnation de l'Algérie. Et en effet, au moment du procès, il était évident que la révolution dans cette affaire, présente dans le prétoire, avait le visage de Djamila, et qu'elle avait le visage de la révolution. Pour nous, Djamila, c'est une grande militante qui a symbolisé la lutte de libération nationale dans Alger, et pour toute l'Algérie, bien sûr, et surtout pour les femmes. Et son exemple a servi à toutes les filles qui voulaient à tout prix militer, et à tout prix déposer des bombes, et à tout prix participer à des actions armées, être là. Et on a vu un phénomène à l'époque, c'est après son arrestation, beaucoup de foyers qui avaient des filles qui naissaient, les filles, on leur donnait le nom de Djamila. Elle était pour la défense la plus offensive possible. Elle ne voulait pas s'incliner. Elle avait dit au tribunal, vous ne savez rien sur moi.
Mais sachez que si je reçois l'ordre de déposer une bombe, je le ferai. Bon. Ce qui est pire pour un tribunal pareil que de dire j'ai déposé une bombe et je le regrette. Et il défend des soldats. Donc, pour lui, ils sont tous engagés dans cette guerre-là. Donc, on n'est pas à essayer d'obtenir 6 mois de moins de peine en chipotant avec un juge comme on le fait aujourd'hui en France, c'est-à-dire à essayer d'obtenir la pitié et tout ça. Et on comprend très très bien la colère qu'il a contre les avocats qui arrivent de Paris et qui sont dans cette logique-là. Et c'est à ce moment-là que est née cette idée d'une défense de rupture, c'est-à-dire le juge dira vous êtes français et l'accusé dira je suis algérien. Le juge dira vous êtes membre d'une association de malfaiteurs. L'accusé dira je suis membre d'une association, d'une organisation de résistance. Le juge lui dira vous avez commis un assassinat. Il dira j'ai exécuté un traître. À partir de ce moment-là, il est évident qu'aucun dialogue n'est possible. Il y a eu un certain nombre de condamnations à mort, dont celle de Djamila Bouhired, qui, lorsqu'elle a appris qu'elle était condamnée à mort, a éclaté de rire. Et le président a eu cette phrase qui est digne d'une anthologie, « Ne riez pas, mademoiselle, c'est grave ». J'avais appris par un avocat de l'Algérie française que les condamnés allaient être exécutés. Un d'entre eux m'avait dit « Est-ce que tu tiens à la vie de ta cliente ?» Et je lui avais répondu plus qu'à la mienne. Il m'avait dit « Alors tu n'as pas une minute à perdre. Monsieur Lacoste nous a promis sa tête. » Et je disais donc à mes confrères « Le seul moyen maintenant de sauver les condamnés, c'est d'engager une action devant l'opinion française et internationale. » Mais l'angoisse était très grande. Il y avait aussi une peur. Mais nous l'assumions parce que nous savions pour quelle raison nous étions là. Nous étions convaincus de ce que nous avons fait. Voyez-vous, un condamné à mort, c'est quelqu'un qui est condamné. Il sait qu'il a 45 jours devant lui pour pouvoir obtenir la grâce ou ne pas l'obtenir du président de la République française. Et quand le condamné à mort a passé le stade de la grâce, s'il n'a pas eu sa grâce, il attend tous les jours. Nous préparions même notre déclaration que nous allions réciter devant la guillotine. Que l'Algérie libre vivra, Inch'Allah. Moi j'ai eu je ne dis pas des clients, des amis condamnés à mort. Quelques dizaines. Aucun n'a été exécuté. C'est la question que je voulais Mais dire. je vivais. Oui, Je ne dormais plus. oui, ça, Et l'un d'entre eux aurait été tué, je serais abattu. L'écrivain Georges Arnaud me dit « Mais si jamais elle est exécutée ?» J'ai dit « J'abattrai quelqu'un. Je pourrais demander un rendez-vous à M. Lacoste, au général Massu, et je l'abattrai. » Et c'est seulement après cela que je serai en paix avec moi-même. Fort heureusement, Dieu Tout-Puissant n'a pas voulu. Mes souvenirs d'enfance sont ceux d'un pays où les gens de couleur devaient s'écarter dans la rue au passage des Européens. C'était là une vision, un sentiment inacceptable pour les adolescents que nous étions.